raconte. D'abord, moi, je vais remercier toutes les personnes qui ont permis que ça se déroule, parce que je dis toujours que quand on arrive et puis qu'il y a des chaises qui sont mises, qu'il y a un écran qui est placé, qu'il y a de la musique et qu'il y a tout ça. Quoi. Bon, là, il n'y a pas d'écran, mais on a compris qu'on Mais c'est parce qu'il y a des gens qui, avant ça, ont fait tout un travail pour que ça soit permis, qui ont distribué des tracts aussi, et donc voilà. Ça permet toujours qu'il y ait d'autres idées qui se diffusent en dehors des grands médias dominants. Donc je remercie les gens qui ont fait ce boulot. Quoi. Et ensuite, moi, je remercie surtout les Gilets jaunes qui nous ont permis de passer à un automne-hiver qui était exceptionnel et qui a ouvert une brèche dans notre histoire. Maintenant, il ne faut pas que ça se referme. Et il faut en retenir dans la mémoire la lumière. Voilà. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce film. C'est parce que ça fait 20 ans que je fais mon canard à Amiens, Fakir, enfin dans la Somme, mais surtout à Amiens et à Ville. Et ça fait 20 ans que quand je vais chez les gens, ils me racontent en murmurant leur frigo trop vide, leur difficulté à payer la cantine des enfants, ou simplement à partir en vacances. Mais c'est avec honte. Et voilà, et donc du coup, je peux même pas mettre une photo des gens dans mon journal parce qu'ils ont trop honte. Généralement, les noms de famille, je les efface, les prénoms, je les change pour que les gens ils soient tranquilles. Bon. Et les Gilets jaunes, ça a été pour moi ce moment où ceux qui avaient honte, ils se sont mis au contraire et qui n'étaient pas visibles, ils se sont rendus hyper visibles sur les ronds-points avec le gilet jaune plus récent. Et à la place d'être dans la honte, ça a été presque dans la libération et dans une forme de colère. Quoi. Donc ça a été ce moment aussi où sans doute ceux qui étaient les plus désespérés se sont remis à espérer. Quoi. Voilà pourquoi j'ai fait ce film-là, parce qu'en fait, ça fait 20 ans que j'attendais ce qui s'est passé l'hiver dernier. Voilà. C'est bien. Mais je pense qu'on était nombreux comme ça à attendre ça. Après, qu'est-ce que ça donne dans la durée? Ça s'effrite. Ah oui, mais il n'y a rien qui dure éternellement. Voilà. Des questions, des remarques? Je pense que la police a moins chargé sur les ronds-points que dans les grandes villes, comme les villes d'Acasse. C'est peut-être un ville. C'est peut-être un ville. Ouais. Bon, dans les ronds-points, elle n'a pas chargé, mais... non, bon, c'était différent, ça marquait différemment les choses. Mais ils ont quand même détruit tous les ronds-points. Et moi, je pense que c'est... Oui, parce qu'il y avait sur les ronds-points sont là. Oui, c'est vrai. Ils ne sont pas partis. Ils ont détruit ce qu'il y avait sur les ronds-points. Et moi, je considère que finalement... Bon, alors, j'ai vu ce que je considère comme étant des œuvres d'art. Vous savez, vous voyez qui c'est le facteur cheval? Oui. Donc, on le célèbre. Il y a même eu un film qui est sorti l'année dernière, j'aime beaucoup le facteur cheval. Il y a eu un film qui est sorti l'année dernière sur le facteur cheval, sur toutes ses œuvres et tout ça. Mais là, finalement, il y avait un côté facteur cheval sur les ronds-points. Parce qu'il est monté là. Bah oui, chacun faisait sa cabane, mais il y avait des endroits, c'était une tour Eiffel, il y avait des endroits, c'était un arc de triomphe. Et se dire que la police est venue pour détruire ça, que ce que je considère comme étant des formes d'art populaire, pendant que dans le même temps, voilà, donc je pense que là, et aussi surtout, je pense, ça a été le lieu de revendication, le rond-point, mais ça a été le lieu où les gens sont venus lier du lien, enfin nouer du lien. Et c'est vrai que je pense que c'est pas normal que le gouvernement se soit appliqué à détruire les lieux où s'est retissé du lien dans notre société. Quoi. Même si... Tout à l'heure, je disais, il y a un contraste entre le film et ce qui se passe actuellement avec toutes les violences policières. À chaque fois qu'il y a des manifs, ça y va. Quoi. Là, ils n'hésitent plus. Hein. C'est des bandes armées qui se mettent en place. Quoi. Donc, des fois, on se demande, est-ce que c'est vraiment la police quoi? Parce que c'est la police qui est dans tout ça. Quoi. Alors, il n'y a pas de la police, il y a sur noir là, avec... Zach Bloch. Non, mais dans les policiers, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de numéro, c'est même pas si c'est des policiers. Ils sont cagoulés maintenant. On n'en sait rien. Après, ils n'ont plus leur bandeau, ils n'ont plus toute police. Ils se mélangent à la foule. Des trucs qui changent au niveau de la société, il y a des trucs qui changent rapidement. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui arrête tout ça, ça va vite tourner dans un sens. S'ils agissent, c'est parce qu'ils sont ce qu'on voit à Paris, les Il y a encore tout ce qu'on ne voit pas. Quoi, hein, parce qu'on voit. Moi, je suis maintenant sur les réseaux sociaux. Avant, je n'y étais pas, mais depuis les Gilets jaunes, je suis allé sur Facebook, je me suis inscrit. Avant, je n'y étais pas parce que ça ne m'intéressait pas, tous ces trucs. Et si on n'est pas sur Facebook, on ne voit pas hein, les choses. Ah oui. Donc, je pense que les personnes
personnes un peu plus âgées qui n'y vont pas, qui vont pas, et même les plus jeunes, il y a des plus jeunes qui ne vont pas du tout, qui ne sont pas inscrits sur Facebook. C'est un lieu de contre-information. Bon, après, moi, ce que je pense, mais bon, je fais mon intello comme ça, mais c'est que il y a un intellectuel italien qui s'appelle Antonio Gramsci qui a été mis en prison sous le régime fasciste dans les années 20 et qui parlait à ce moment-là d'un détachement de l'idéologie dominante. C'est-à-dire que je pense qu'on vit un moment où, au fond, quand dans les années 80 on nous disait concurrence, compétition, croissance, mondialisation, ça donnait envie aux gens. C'était la mondialisation heureuse, c'était les années Reagan, Thatcher, on allait monter son entreprise, ça allait être comme aux États-Unis et tout ça. Et donc, ils nous mettaient dans cette direction-là par l'envie et par l'enthousiasme. Et ce temps-là est fini. Aujourd'hui, si on dit aux gens, je ne sais pas ici, on va essayer, si je vous dis mondialisation, est-ce que ça vous fait envie? Non, bah déjà, non, parce que déjà, l'urbanisation, c'est déjà la concurrence entre des pays où les gars gagnent 300 € par mois, ensuite, on fait de la concurrence illégale, donc c'est pas possible, on ne peut pas être compétitif par rapport à des... Du coup, on nous met toujours dans l'accélération de la compétition avec qui, avec n'importe qui. Et donc je pense que ces mots-là, ils font plus envie. Et pourtant, c'est le fondement idéologique de notre société aujourd'hui. Le fondement du gouvernement, c'est de penser dans tout, voire tout, agriculture, il pense compétitivité internationale. On lui parle d'industrie, c'est compétitivité. On lui parle, mais même tout, là c'est quoi? Sur le logement, il faut mettre les organismes HLM en concurrence entre eux. La pensée permanente, même sur les établissements scolaires, sur les universités, c'est mettre les universités en concurrence entre elles. Il y a une vraie pensée, le fondement de notre société aujourd'hui, ça repose sur la concurrence. Or, les gens n'aspirent plus à ça. Donc mais ça, c'est le capitalisme. Oui, mais il peut y avoir un capitalisme tempéré ou non tempéré, et ainsi de suite. Et là, cette idée de concurrence permanente de tout le monde avec tout le monde, et de concurrence entre les pays, voire entre les continents, je pense que c'est plus quelque chose qui donne envie du tout. Et ce que je dis, ce que Gramsci dit, c'est que quand ça marche plus par l'enthousiasme, on y va par la force de coercition. C'est-à-dire quand c'est plus de l'intérieur que les gens y sont mus, et bien pour pas que ça fuit, pour pas que ce détachement-là, ceux qui fuient ce système-là, il faut les faire rentrer par la matraque. En gros, quoi. Mais donc voilà. Et donc je pense qu'on vit dans la durée ce temps-là, qui est un temps de détachement de cette idéologie-là. Ça ne veut pas dire qu'on a une autre idéologie en face qui est claire à proposer. Mais on sait que les gens ne veulent plus de ça. Et je pense qu'il y a une vraie aspiration, dans la société française, il y a un vrai désir d'autre chose. Ce que c'est pas clair. Mais je vais dire comme ça, je pense que si on dit aux gens moins de biens, plus de liens, en gros, ils se disent, oui, c'est pertinent, peut-être qu'il faut aller vers plus de liens dans la société. Ou bien il faut répartir mieux les richesses. C'était l'idée il faut que les gros payent gros et les petits payent petits. Et ça, ces idées-là, elles ont émergé pendant le temps des Gilets jaunes. Mais je pense qu'il y a dans la société française un désir d'autre chose que concurrence, mondialisation, croissance, compétition, quoi. Et que ça, les Gilets jaunes en ont témoigné. Et je veux dire que par exemple, je m'inscris là dans un temps long. Le 29 mai 2005 et le traité constitutionnel européen, quand les Français ont voté à 55% pour le non en 2005, ça a été un autre moment où on a signifié que la concurrence, c'était pas ça dont on voulait. On voulait pas que nos vies soient guidées par ça. Qu'il y ait un peu de concurrence dans la société. Vous savez, ça y est, je parle, mais c'est pas grave. L'un des derniers grands bouquins que j'ai lu est un bouquin qui s'appelle L'Entraide. C'est un bouquin de Pablo Servigne. Et en fait, il reprend les études de Darwin et de Kropotkin au XIXe siècle sur ce qui se passe dans la nature. On dit Darwin, c'est la guerre de tous contre tous et c'est le plus fort qui survit. C'est ça le darwinisme. C'est ça qu'on nous présente comme étant le darwinisme. Et il reprend à la fois les études de Darwin et les études d'un autre chercheur anarchiste qui est Kropotkin à l'époque et qui étudie les animaux, la nature, et il montre qu'en fait, les espèces qui survivent, ce sont celles qui coopèrent le plus entre elles. Que c'est pas la concurrence entre les êtres qui permet la survie, mais que ça va être au contraire dans les espèces où on cède le plus,
qu'on survit le plus. Et y compris Darwin l'avait vu sur la fin de sa vie. Il y a un Darwin qui étudie d'abord la concurrence, la compétition, et il y a un Darwin qui ensuite étudie le fait que ça coopère à l'intérieur des espèces et entre les espèces dans la nature. Et il faut se dire qu'en fait, dans notre société, on ne s'en rend pas compte, mais on a une entraide qui est massive. On m'a tenu la porte pour entrer, il y a des sièges qui ont été mis, et il n'y a pas eu de concurrence pour mettre les sièges. Vous voyez un peu ce que je veux dire? En fait, on vit heureusement entouré d'une entraide permanente. Et c'est vrai qu'après, il y a l'idéologie, en revanche, elle nous dit, elle ne dit pas moins d'entraide, mais elle dit de remplacer l'entraide par de la concurrence. Eh bien, je pense qu'on peut se dire que nous, on souhaite avancer dans une autre direction, qui fait se résorber la concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout. Sans doute que de la concurrence peut être nécessaire. Il y a des lieux économiques où c'est stimulant et ainsi de suite, mais il y a des endroits où on peut ne pas avoir de concurrence et où on s'en porte d'autant mieux et en replaçant au cœur le principe de l'entraide. La concurrence, ça existera toujours. Oui. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Le phénomène, c'est qu'il y a des pays qui étaient très pauvres et qui aujourd'hui demandent la part de gâteau qui leur revient. Oui, et partant de là, on est obligé de faire des concessions et de laisser entrer une certaine partie de ce qui vient de l'étranger à bas coût, je veux dire, pour pouvoir nous-mêmes en profiter. Oui, et ça c'est un choix. Là, c'est placé sur le plan de la... Moi, je suis partisan de davantage de protectionnisme. Mais ça, c'est un choix qui a été fait. Mais aujourd'hui, par exemple, si on décide de continuer à ouvrir nos frontières sur le terrain agricole, par exemple, on peut parler du terrain industriel, on est bien placé, mais même sur le terrain agricole. Sur le terrain agricole, moi, je souhaite qu'on ait rapidement une agriculture qui respecte davantage la terre, qui respecte davantage les animaux et qui respecte davantage les travailleurs eux-mêmes. Mais en économie ouverte, ça n'est pas possible. Si jamais vous dites aux agriculteurs français de ne plus utiliser de glyphosate, de ne plus utiliser 50 molécules, d'utiliser moins de tracteurs ou de produits mécaniques, et qui sont mis en concurrence, comme ça va être le cas puisqu'on va signer un accord avec le Mercosur, donc avec les paysans brésiliens, enfin c'est pas les paysans d'ailleurs, parce que les paysans brésiliens au contraire ils sont chassés par cette agriculture-là, mais les latifundias brésiliennes, les immenses fermes industrielles brésiliennes qui se répandent sur des milliers d'hectares, si vous mettez les agriculteurs français en concurrence avec ça, ils sont cuits. Donc, je suis désolé, mais je réponds barrière douanière. Je pense qu'il y a la nécessité de tempérer, je ne dis pas qu'il ne faut pas de concurrence, et puis il y a des produits qu'on ne produira jamais chez nous, mais il faut tempérer ça par par plus de contrôle aux frontières et ainsi de suite. Donc voilà, je pense pas, je n'aspire pas à une société sans concurrence. C'est même pas que je pense que ça soit pas possible, je n'y aspire pas. Il faut une dose de concurrence. Vous savez que je suis un journal qui est Fakir et qui est placé sur un marché concurrentiel. Il y a d'autres journaux, et les gens, quand ils vont au kiosque, eh ben, ils choisissent d'acheter ceci et cela. Je vais même vous dire une anecdote, après je vous en raconte un autre truc. Mais mais quand j'ai lancé mon journal, j'étais très content d'avoir en face de moi, quand je tombais sur un cafetier ou un patron de presse qui pensait au pognon. J'étais content. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au moins, il ne pensait pas à la politique. S'il pensait à la politique, il ne voulait pas de mon journal chez lui. Parce qu'il disait, mais je vais me brouiller avec monsieur le maire, qu'est-ce qu'il va penser, tout ça. Et s'il disait juste, je vais prendre 50% du prix du journal, et il gagnait sa vie. Moi, c'est même pas que je gagnais la mienne, je ne gagnais pas ma vie comme ça. Mais je pouvais au moins diffuser mon journal et diffuser mes idées. Donc j'étais content. Donc le marché concurrentiel, je peux y faire voir. Je vais vous raconter une histoire parce que je pense que tout en étant un doudon, on peut songer à l'internationalisme, et à l'internationalisme avec la Tunisie. Parce que j'ai une copine aujourd'hui, enfin une personne que j'ai croisée et pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est en grève de la faim en ce moment à Tunis. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça montre un peu ce qui se passe sur le terrain de la concurrence internationale. L'Atecoer, qui est un sous-traitant de Airbus, donc l'un des très grands producteurs dans l'aviation, a délocalisé une de ses productions à côté de Tunis, d'accord ? Et, entre autres, Sonia et des centaines de femmes, plutôt, y ont été embauchées, je ne vais pas vous dire quand, dans le cours des années 90, quelque chose comme ça. Et zéro droit.
pas payé, pas de gamelle, pas de temps de repos, pour aller pisser, c'était pas possible. Enfin, vous voyez ce que c'est les conditions dans la Tunisie des années 90. Et ce sont les capitalistes français qui faisaient ça. Là, donc, elle monte un syndicat, l'UGTT, un syndicat du syndicat des travailleurs tunisiens. Elle monte un syndicat là-bas sur place, et quelle est la décision que prend la TECOER? C'est de rapatrier la production à Toulouse, juste le temps de licencier tout le monde. Vous voyez? Ils rapatrient pendant 3 semaines, 1 mois la production à Toulouse, donc c'est une relocalisation, mais juste... alors il y a des travailleurs français qui s'en sont félicités, mais c'était un leurre. Les syndicats, notamment la CGT, a dit non, c'est scandaleux ce qui se passe et on ne veut pas d'une relocalisation faite de cette manière-là. Ça a duré, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, et ils ont, en licenciant, et ils ont licencié notamment tous les syndicalistes, tous les meneurs, ils ont été tapés, et ils ont été virés. Elle a fait une première grève de la faim. Sur les 10 meneurs, il y en a 6 qui ont été réintégrés. Pas elle. Elles ont fait une deuxième grève de la faim, il y en a encore 2 qui ont été réintégrés. Pas elle. Bon, moi je dirais autre chose après, mais donc là, on se retrouve, c'était il y a quelques années. Elle n'a pas de travail, parce qu'elle est marquée au fer rouge, après avoir maintenu une bataille qui était une bataille qui a duré pendant des années. Elle fait à nouveau grève de la faim, simplement pour pouvoir entrer dans la fonction publique tunisienne, parce qu'elle n'aura pas de boulot dans le privé. Et je dis juste que, de mon point de vue, j'ai écrit une question écrite là, au ministre des Affaires étrangères. Il y a une responsabilité de la France. Ça se passe en Tunisie, mais il y a une responsabilité de la France. C'est la TECOER, c'est un grand groupe français. Mais les ministres français devraient se dire, au nom des droits de l'homme, nous ne tolérons pas que les travailleurs tunisiens soient traités de cette manière-là, et quand ils se réveillent, qu'on les licencie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je pense que là, c'est pour ça que j'ai écrit une question sans... Je dis juste qu'il y a de la concurrence. Aujourd'hui, ils sont comme un espèce d'hypermarché mondial, où ils vont dans les rayons, choisir, l'environnement, c'est le plus faible norme environnementale. Je vais pouvoir répandre du glyphosate et puis encore bien pire, nous bourrer les vaches d'hormones et d'antibiotiques. Je vais par là-bas. Là, je sais qu'au Bangladesh, j'aurai un très faible coût du travail. Je vais là. Et puis, je vais mettre mon fric au Luxembourg ou à Malte parce que je n'aurai pas d'impôts à payer. Ils sont placés dans une espèce de supermarché mondial. Et ils sont nos seigneurs et maîtres. Alors, ça y est, je suis parti. Mais... là où il faut imaginer que c'est délirant et on est vraiment comme, pour moi, de l'ordre de la féodalité du Moyen-Âge, c'est que non seulement ils dominent et ils nous écrasent, c'est-à-dire, ils font, voilà, ce matin j'étais avec les anciens de chez Whirlpool à Bercy, vous voyez, chez WL à Bercy, parce que leur boîte, les suites, elle fait un bon, voilà, ils ont été balancés en Pologne parce qu'ils coûtaient trop cher ici. Donc ils nous écrasent, ils détruisent la planète pour moi. Mais le pire, et c'est là que ça rappelle vraiment le Moyen-Âge, c'est qu'en plus, nous leur rendons hommage. Nous allons avoir, quand on va voir un match de foot à la Licorne, je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, moi ça m'arrive, vous avez un grand panneau avec Amazon sur le truc. Je veux dire, je suis d'accord qu'on peut dire, voilà, ça fait des emplois créés à Amiens et on ne va pas cracher dessus. Mais voilà, on va en arriver à rendre hommage à des gens qui ne payent pas leurs impôts, qui font tout pour payer le moins possible. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, je pense qu'on a là les seigneurs modernes, les maîtres de l'argent, les maîtres du e-commerce, les maîtres de l'armement ou les maîtres de l'aviation chez Aéronautique. Et nous, on ne doit pas oublier que ce sont nos adversaires, même si la prise pour se bagarrer contre eux n'est pas facile aujourd'hui. Ça y est, fait mon discours. Pardon? Est-ce que je serai jamais riche? Vous savez, j'aurais pu le devenir. Je vous le dis franchement. J'aurais pu devenir riche. C'est pas le souci. J'ai fait le choix, sans vouloir me la raconter, mais j'ai fait le choix de ne pas le devenir. Maintenant, moi, j'ai plus de soucis d'argent. Je ne suis pas super riche, mais j'ai plus de soucis d'argent. Et alors on peut dire, du coup, il est chez les bourgeois. C'est une solution. Il y a un autre truc de se dire, c'est que je suis tranquille. Moi, je ne pense plus à ça, honnêtement. C'est plus quelque chose qui est... pourtant, j'ai 2 gamins, on est en garde alternée, tout ça, bon voilà. Mais j'ai la chance, je suis peut-être le seul ici, mais je le dis, alors ça fait de moi un aristocrate,
mais j'ai la chance de ne pas avoir à penser à ça. Et ça me donne une liberté, et ce qui fait que j'irai pas bouffer dans leur gamelle. Parce que je m'en fous. Ils ne m'auront pas comme ça en me mettant 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros dans leur gamelle. Bon, ça y est, deuxième discours. Ça va mieux. Les urnes. Hein? Mais ouais, moi bon alors, là on est dans un temps qui est un temps de ressac. C'est-à-dire il y a des moments où on est à marée haute et puis il y a des moments où on est à marée basse. Bon, on est plutôt dans un temps à marée basse et on ne va pas se le raconter. Pourquoi? Parce que le mouvement social des Gilets jaunes, il a quand même reculé. Donc, voilà, on va pas se... Hein, il est devenu résiduel là pour un temps au moins, parce que sur le plan électoral, Macron en est encore sorti la tête plutôt haute, donc, et qui s'est ouvert un boulevard parce qu'il représente la droite. Il a réuni la droite autour de lui. Donc on est dans un temps qui est un temps politique compliqué. Moi, alors, je vais vous dire deux choses. Moi d'abord, je crois à la rue et aux urnes. Voilà. Je crois que, moi je reste partisan du Front Populaire. Le Front Populaire, c'est quoi? C'est une victoire électorale des progressistes. À l'époque, c'était Parti communiste, Parti socialiste et radicaux de gauche. Et derrière, c'est un grand mouvement populaire. Et si jamais un jour, je vous le dis, mais si jamais un jour on a une victoire dans les urnes, il faut sortir. C'est le moment où il faut sortir. C'est le moment où il faut mettre la pression pour ramasser des choses. Parce que si on ne met pas, je dis toujours, le problème de mai 68, c'est donc le Front Populaire, on a eu la rue et les urnes. Mai 68, on a eu la rue, mais on n'a pas eu les urnes. Et mai 81, on a eu les urnes, mais on n'a pas eu la rue. Bon, et bien, si jamais il y a la victoire... Il y a eu la rue, mais déçu. Déçu, il faut suivre l'événement quand même. 81, Oui, après 81, il y a eu les déçus. Il y a eu des grèves. Il y a eu tous les déçus, les gens qui n'ont plus osé parler. Ouais, Qui mais... n'ont plus agi. Ouais. Les syndicats se sont écrasés. Et ben voilà, mais c'est l'inverse, c'est vrai. Mais c'est l'inverse de la rue. On va attendre que ça nous tombe du ciel. C'est à l'inverse de la rue, mais quand moi je sais que Macron a licencié les gougères, parce que le gouvernement, c'est lui qui a signé le décret. On licencie les 1800 personnes. C'est lui qui a signé. Ouais. Il a fait pareil pour Whirlpool, hein. Oui. Faut pas croire. Il y a 20 ans, il a envoyé les cadres de chez Whirlpool en Pologne pour former l'industrie des restaurants. Aujourd'hui, on dit, on vous ferme les gars. Allez, c'est rangé. C'est plié, rangé, puis terminé. À nous, il ne faut pas nous le dire à nous, voyons, les anciens. Ouais. Après 68, on a connu tout le reste. Mais donc, toujours est-il qu'en 81, il n'y a quand même pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de grève dans les usines. Au contraire, on disait plutôt que comme c'était la gauche, il ne fallait pas l'embêter. Bon, moi, je crois que... Il n'y a pas eu une grosse manifestation? C'était léger, ça, c'est pas pareil. Non, ils avaient obtenu le pouvoir. Il n'y avait pas de grève puisqu'ils avaient obtenu le pouvoir. Quoi? En 81, c'était à Mitterrand au pouvoir, c'est les gens de la gauche. Ouais, elle était compliquée déjà en 81, mais... C'était C'était déjà compliqué, mais bon, Oui. là, ça se pose quand même un peu. Bah, on va voir ce qui se passe. Mais oui, après, moi, j'ai l'un de mes modèles, j'ai des Jiminy Cricket comme ça qui me parlent dans la tête et qui me donnent des conseils. Et l'un de mes Jiminy Cricket, c'est quelqu'un qui s'appelle Maurice Criéjol-Valrémont, qui était un haut dirigeant de la résistance. C'est lui qui a fait prisonnier le général von Choltitz en 1944 quand il y a la libération de Paris, quoi. Et il me disait, j'étais un peu déprimé comme ça, il est mort maintenant. Mais j'étais un peu déprimé comme vous l'êtes ce soir en disant, ouais, bon sang, pas terrible. Il me disait, mais regarde, en 1934, les fascistes sont au bord de renverser la République. On fait une première manifestation avec mes camarades de la CGT si j'avais dit à mes copains là, avec les quelques-uns qu'on était, dans 2 ans, on aura le Front Populaire, on aura les congés payés les 40 heures, ils m'auraient ri au nid. Mais il dit, mais c'est rien ça. En 1943, je suis enfermé dans une cellule à Lyon, il me raconte, avec Raymond Aubrac, Serge Ravanel, bon, ils sont 7, je crois, dans une cellule minuscule, à tel point que quand il y en a un qui se retourne, il faut que les autres ils se retournent tous en même temps. Et il dit, si à ce moment-là, j'avais dit à mes copains dans la cellule, dans 2 ans, même pas, dans 1 an et quelques mois, nous aurons libéré Paris nous-mêmes, nous allons instaurer la sécurité sociale, les retraites et ainsi de suite, ils ne m'auraient pas rionné, ils m'auraient envoyé en hôpital psychiatrique aussitôt sorti de prison. Donc,
Je veux dire que c'est à nous de tracer le chemin. En effet, moi je pense que si on veut être majoritaire dans le pays, ça ne se fera pas qu'avec un seul parti tout seul. Il va falloir tracer des ponts. Maintenant, un autre truc sur 1934, c'est qu'en 1934, l'union entre les partis, elle n'est pas venue du sommet. Elle est venue parce que les gens dans les manifestations, ils se sont mis à crier unité, 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 unité. Donc si jamais c'est un peu ce que vous voulez, il va falloir le demander, il va falloir le pousser, parce qu'en haut, ça ne va pas se faire tout seul non plus. Après, il faut voir unité pour quoi faire ensemble. Mais je pense qu'en effet, il y a une réponse politique aujourd'hui pour rouvrir l'espoir pour les gens. Qu'on ne soit pas éternellement, vous avez compris, condamné à choisir entre la peste et le choléra, quoi. C'est ça des problèmes. Oui, c'est ça le problème, c'est Bah qu'on oui. ne donne pas du choix qui donne envie. Donc, Bah oui. soit on ne va pas voter, soit on vote blanc, ou soit on vote oui, pour le moins pire. Quoi. Ouais. Voilà. Parce qu'on a peur aussi. Ouais. Et ça va s'user, le moins pire. Hein. C'est un peu comme à l'église, s'il n'y a pas un bon prêcheur, ben, c'est ça. Quoi. Pourquoi les... Moi, on connaît l'église, je ne suis pas baptisée, mais j'aurais peut-être envie d'aller à l'église s'il y avait un bon prêcheur. Les vieux dans les villages disaient que quand il y a un bon curé, c'est que le vin est bon. Ça, c'est un vieux dicton. C'est vrai que le vin du curé, c'est toujours ça. Non, mais il est certain que, par exemple, si on regarde ce qui s'est passé pendant les dernières élections européennes, là, quels que soient vos partis d'appartenance, et vous savez que moi j'appartiens au groupe parlementaire de la France Insoumise, mais la réalité, c'est que la gauche ne proposait pas une alternative. C'est que pour les gens, il n'était pas pensable qu'il y ait l'un des partis en lice qui aille concurrencer Le Pen ou Macron. Donc, en l'état, c'était pas pensable. Donc, c'était une bataille de sous-partis quelque part. Et donc, si on veut aller concurrencer Le Pen ou Macron, il y a un peu de chemin à faire là aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations à donner. Oui, il y a des informations à donner, mais il y a aussi, sur le plan de la structure des partis, il y a à pas y aller avec 7 partis de gauche différents non plus, à mon avis. Les partis existent. Après, il faut des grosses réunions et beaucoup d'informations. Ouais. Parce que l'électorat, il ne sait pas où naviguer. Il y a un socle commun, c'est quand même la défense de la planète en ce moment. Oui, vous dites quoi? Je dis, il y a quand même un socle commun dans toutes les parties de gauche. C'est la défense de la planète et le réchauffement climatique. Oui, mais après, je veux dire, même la droite et même les macronistes, ils prétendent qu'ils sont pour la défense de la planète. Non mais voilà. Donc ça veut dire que à l'intérieur, on discute là comme ça, hein. Bon, à l'intérieur de ça, il y a des lignes de fracture. Par exemple, je vais vous dire, moi je ne suis plus partisan de la croissance. Je ne crois plus que la croissance économique, d'abord, on a quand même 2% de croissance en moyenne depuis 30 ans. Moi je suis né, j'ai l'impression que dans le ventre de ma mère, d'ailleurs j'ai vérifié, on répétait déjà crise, croissance, crise, croissance, crise, croissance. C'était Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, et j'ai vérifié dans les discours, il disait déjà il nous faut plus de croissance, il nous faut plus de croissance, sinon on ne va pas y arriver. Bon, ça fait 30-40 ans que ça dure. Je crois qu'aujourd'hui, le gâteau dans ce pays, il est assez gros. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire grossir davantage le gâteau. Il est assez gros, il y en a pour tout le monde. Par contre, il faut le répartir correctement. Je pense que c'est... Eh oui. Et donc, ça c'est la première chose. Ensuite, moi je crois que le progrès, il y a plus grand monde qui croit qu'on va vivre mieux, d'ailleurs c'est démontré, mais qu'on va vivre mieux parce qu'on aura 2, 3, 4% de croissance supplémentaire. Ça a été démontré dans toutes les études de l'ONU et ainsi de suite. Puis, moi, il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Wilkinson, mais il y a Tim Jackson, qui montre que grosso modo, à partir de 15 000 $ par personne et par an, donc ça veut dire à peu près 15 000 € par personne et par an, eh bien, l'augmentation du PIB ne produit plus un supplément de bonheur. En dessous de 0 à 15 000 $, dans les premiers stades du développement, ça produit un supplément de bonheur, c'est-à-dire le taux de mortalité infantile il diminue, l'espérance de vie elle augmente, l'éducation des gamins elle s'améliore, il y a une meilleure santé, enfin tout ça progresse en gros entre 0 et 15 000 $. Et à partir de 15 000 $, c'est fini, il n'y a plus de lien entre le niveau de revenu par habitant et le bonheur. Même, alors si je vais un tout petit peu plus loin, mais je voudrais passer à autre chose après, mais ce que démontre Richard Wilkinson,
à partir du moment où on est dans les pays développés, ce qui fait le plus de bonheur, c'est le niveau d'égalité entre les gens. Que plus vous êtes dans un pays qui est inégalitaire, plus il y a des tensions au sein de la société, et plus en fait ça produit même des maladies. Parce que l'inégalité est source de stress. Non pas d'un stress rare, mais d'un espèce de stress permanent. De comment je vais vivre, surtout comment je vais être regardé par rapport à mon voisin, est-ce que je vais avoir la bonne voiture qui garantit mon statut, est-ce que je suis en train de diminuer dans la société, et tout ça produit en fait un stress chronique et un tas de maladies. Bon, mais donc je crois que la croissance ne fait plus le bonheur, c'est fini, ça a été le cas mais c'est fini. Aujourd'hui, même le progrès technologique, regardez, je suis en commission des affaires économiques, on nous vante la 5G. Voilà. Hein? Et alors, est-ce que vous croyez qu'on va être plus heureux parce qu'on aura la 5G, la 6G, la 7G, la 8G, la 9G? Ça peut aider énormément. Vous croyez? Moi, je crois pas. Je crois plus que c'est par ça, par ça amélioré, qu'on se sentira plus. Vous voyez, par exemple, on va avoir des frigos connectés. Et on va investir beaucoup pour avoir des frigos connectés. Hein? C'est des gens qui les produisent. Oui, d'accord, mais même. Alors, je vais venir à la question. Je vais revenir, moi, beaucoup plus en avant. J'ai 18-19 ans à l'époque, 3,5 milliards d'individus sur Terre. Ouais. On est à 7 milliards. Bon, il faut les nourrir, tous ces gens-là. Oui, mais. Je pense que là, aujourd'hui, on y arrive encore. Après, si ça continue d'augmenter, ça va être il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a deux problèmes. Il faut les poser tels quels. Il va y avoir peut-être trop de population sur Terre. Et il y a l'hyperconsommation des pays du Nord qui bouffe l'équivalent de 5 planètes, par exemple, pour la France. Hein. Donc voilà, on a ces deux problèmes-là à résoudre. Si on veut regarder sérieusement... les pays sous-développés aspirent à avoir la même chose que nous. Mais justement, ce qui est normal. Oui, ce qui est normal, mais... alors, je continue. Hein, bon. Je termine en disant que pour moi, le bonheur aujourd'hui, il passera par plus de liens et pas forcément plus de biens. Qu'aujourd'hui, la clé du bonheur, ça sera la qualité de la relation qu'on entretiendra avec nos voisins, nos cousins, nos collègues, et ainsi de suite. Si on est bien sur son lieu de travail, si on est bien, enfin c'est ça, ça sera la clé du truc. Et après, monsieur dit, les pays du Sud, ils aspirent à la même chose. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est quelque part. Et on leur donne des exemples. Oui, et bien voilà. Mais je dirais que c'est un problème général dans la société. Alors, ça y est, je fais toujours mon savant, mais c'est un truc qui s'appelle la rivalité ostentatoire. Il y a un économiste sociologue qui s'appelle Veblen qui a montré comment, elle a dit un bouquin qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Et on nous montre que les riches détruisent la planète par deux biais. D'abord, directement. Par exemple, moi je me suis rendu au Monaco Yacht Show, où j'étais voir les yachts, et un yacht consomme 1000 litres de fuel à l'heure. Vous voyez? Donc voilà. Et pourtant, ils avaient reçu le label vert. Il faut savoir que dans notre pays, les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Hein? Donc là, il y a une grosse inégalité. Mais et donc, ils le détruisent directement comme ça, mais ils le détruisent par les avions, par exemple. J'ai fait une loi sur les avions pour limiter les avions. Mais aussi, ils le détruisent indirectement par le modèle qu'ils diffusent dans la société. C'est-à-dire que si jamais Bernard Arnault il a un yacht de 100 mètres de long, eh ben, il va falloir que le patron de PME il ait un yacht de 30 mètres. Il va falloir que le chirurgien il ait son voilier à la voile. Il va falloir que les personnes qui partent à la retraite, ils partent en croisière. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et il va y avoir un désir de s'élever dans le modèle parce qu'on est tiré par le haut par ce qui se passe en haut. Donc c'est pour ça que moi, je suis favorable à un aplatissement de la pyramide. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. On part vers les sommets. Là, Bernard Arnault, puisque je parlais de lui, c'est la première fois qu'un homme dépasse les 100 milliards d'euros. Enfin, qu'un Français dépasse les 100 milliards d'euros et troisième fortune mondiale. Bon, nous voilà sur
sur le podium. Donc voilà, donc, moi il y a un slogan qui résume ça de Hervé Kempf qui dit « Consommer moins, répartir mieux ». Répartir mieux, c'est le volet rouge, il faut davantage d'égalité, et consommer moins, évidemment, ça s'appuie d'abord aux plus riches dans la société, mais on ne s'en sortira pas si on n'abandonne pas une hyper-consommation. Ouais, ça en fait des idées. Est-ce qu'on parle du référendum? Oui, bien sûr, le référendum. Bon alors, vous avez signé ou pas? Ouais, On a fait, essayé. on a prêté notre carte. Bon, d'accord. ce soir, on a fait signer 50 personnes avant le début du Ah film. bah, félicitations, super, déjà. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de monde. Ouais, ouais. Bon, ça démarre pas si mal que ça. Moi, pourquoi je pense que la bataille du référendum, elle est importante, c'est pas en soi, je vous le dis franchement, c'est pas en soi Aéroport de Paris. Moi, je prends pas la... bon, Roissy, c'est pas si loin que ça de chez nous, mais c'est pas tout près non plus. Moi, c'est pas le seul sujet. Le sujet, c'est que c'est la démocratie contre l'oligarchie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Édouard Philippe, il a dit quoi quand il y a eu cette histoire-là? Il a dit c'est un grave danger pour la démocratie. Moi, quand c'est un grave danger pour Édouard Philippe, je me dis il faut y aller. Bon, voilà. Et donc, là, on nous offre la possibilité... C'était sur le RIC, hein, qu'il a dit ça, non? Non, c'était sur le RIC. C'est sur le RIC, hein, pas sur le RIC. Si, c'était sur le RIC. Sur le RIC? Ah ouais, c'est sur le RIC. Non, non, non. Il dit ça m'intéresse, hein, c'est ça. Ouais, mais voilà. Mais il a dit que c'était un grave danger pour la démocratie sur référendum d'initiative partagée. Et puis, Gérard Larcher, donc le président du Sénat, a dit que c'était une atteinte à la démocratie représentative. Quand vous voyez la gueule de la démocratie représentative avec Gérard Larcher, vous lui dites quand même que, personnellement, j'ai fait ma campagne de manière comme ça, mais que vous avez quand même envie de lui donner beaucoup de pied au derrière à la démocratie représentative pour qu'elle se secoue un petit peu. Donc là, une occasion nous est donnée. Pour moi, le débat, il n'est pas seulement sur l'aéroport de Paris. J'aurais aimé qu'on ait un référendum sur Engie aussi. Je ne sais pas si vous payez les factures Engie, moi j'en paye, mes voisins en payent, et les factures elles ne cessent d'augmenter avec les dividendes ils ont explosé. Avoir un référendum parce que les 25 derniers % de l'État vont être vendus au privé de Engie, ou avoir un référendum sur la Française des Jeux, puisque le loto ça va être une forme d'impôt sur les plus modestes qui vont aller vers les actionnaires de la Française des Jeux désormais. Donc, mais là, on nous pose une question sur l'aéroport de Paris. Bon, je pense qu'il nous faut nous saisir de ça pour dire nous voulons participer davantage. Ce n'est plus le modèle de société que nous voulons. Nous le refusons, ce modèle de société-là. Et ça, c'était une démarche des députés et des sénateurs. C'est le député et le sénateur. 248. Vous étiez à 248? On était 248. 248 à signer. Voilà, donc on était 248 à signer, y compris la droite. Il faut le dire, les Républicains, ils ont signé. Pourquoi? Parce que pour eux, ils n'auraient pas signé sur Engie, ils n'auraient pas signé sur la Française des Jeux, sinon on l'aurait fait également, mais parce que pour eux, c'est aussi une frontière. Donc c'est une question de souveraineté nationale, aéroport de Paris. Donc voilà pourquoi ils ont mené cette démarche-là, et puis aussi parce que on a le droit de... Est-ce que c'est pas aussi pour restreindre le mouvement des Gilets jaunes? Non. De montrer un petit peu, on donne quelque chose, les gens participaient. Non, là, je pense pas. Non, mais Macron, il était très hostile. Là, on va participer pendant 9 mois, puisque ça va jusqu'au mois de mars. Et à la fin, si le Parlement décide de ne pas nous donner le référendum, de ne pas voter, que vous le prenez à votre compte, on ne va pas faire le référendum. Oui, oui. Hein, mais il y a aussi ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui... Mais maintenant, il faut voir que ça n'a pas du tout été fait pour noyer les Gilets jaunes. Non, pas du tout. Moi, je vous tiens pour le résultat. Oui, non, mais c'est vraiment parce que Macron, il était vraiment hyper hostile. Et puis, tous les ministres et tout ça, ils ont tout fait pour le tuer. Et ils feront encore tout pour que ça passe sous silence. Si ce n'est pas vous qui en parlez à vos collègues, vos voisins, vos cousins, normalement, le gouvernement il devrait se dire tiens, voilà un nouvel instrument démocratique. Les Français, ils ne sont pas au courant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des prospectus dans toutes les boîtes aux lettres, on va mettre des panneaux devant les écoles, on va payer les spots à la télévision pour tenir informés les Français que ça existe. Ils le feront, ils ne le feront pas, mais au moins qu'ils le sachent. Là, le gouvernement ne va rien faire de tout ça. Il a dépensé 12 millions d'euros pour le grand débat, il ne va pas dépenser un copec pour ça. Donc, c'est absolument à nous de faire ça et de le dire à nos voisins, nos cousins, nos collègues, et ainsi de suite, quoi. Parce que ce n'est pas eux qui le feront.
Donc, voilà, je pense que là, il y a un début d'outil pour dire que, mais ce n'est qu'un début, pour bien dire ce n'est qu'un début. Moi, je voudrais qu'on ait un référendum sur nos hôpitaux. Je voudrais qu'on ait un référendum sur nos écoles. Enfin, je voudrais qu'on invite les gens à participer à la démocratie de manière beaucoup plus vive que ça se passe jusqu'à maintenant. Je suis à l'Assemblée, la démocratie représentative, excusez-moi, mais ça doit être une part des choses. Mais il faut y ajouter une part de démocratie plus directe, parce qu'on voit très bien comment les représentants ne sont pas représentatifs de la société. Voilà, socialement, il doit y avoir 1,2% d'ouvriers dans cette Assemblée nationale, alors que bon, entre ouvriers et employés, on a 50% de la population active. Donc on voit très bien comment ça, c'est pas représentatif, c'est pas représentatif non plus sur le plan politique, puisque le parti, ça s'est fait de telle manière que le parti présidentiel, il recueille 300, là il a 307 sièges à lui tout seul, il n'a même pas besoin d'avoir un petit accord avec le MoDem ou avec l'UDI ou avec n'importe quoi pour faire passer toutes les lois. Donc ce système, démocratiquement, il ne va pas du tout. L'Assemblée, je ne suis pas d'accord. Allez-y monsieur, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas d'accord. Le phénomène, qui a voté pour Macron? Oui. Qui a voté pour Macron? Oui, mais il a eu toutes les voix qui lui étaient décidées, c'est tout. Qui a poussé à ce que Macron soit élu? Bon, alors, tous les groupements de droite ont voté pour lui. Ouais. Alors moi, là, je n'ai pas remis en cause l'élection de Macron. Je peux le faire un petit peu. Mais vous savez des choses que nous ne savons pas. Non, je pense que madame a mon bouquin sur ses genoux. Je montre très clairement l'opération qui a été menée autour d'Emmanuel Macron par notamment les grands patrons des médias. Il y a une véritable campagne qui a été menée. Donc voilà, et ça s'est fait de manière quasi ouverte. Et en plus, maintenant, on sait des choses sur qui a donné pour sa campagne. On sait très bien que c'est... Qui a donné son bulletin de vote? Pardon? Qui a donné? Oui, d'accord. Mais les gens, ils donnent leur bulletin de vote en étant mis dans une certaine ambiance, quand même. Donc ça, c'est... Bon. Mais, admettons, monsieur, n'empêche qu'il arrive au premier tour qu'avec 24%. Maintenant, et ça ne relève pas de Macron, on est dans un phénomène où on a lié l'élection législative à l'élection présidentielle. Et qui fait que ça soit pour Sarkozy, on a eu la vague bleue, pour Hollande, on a eu la vague rose, et pour Macron, on a la vague des marcheurs. Et donc, ça fait que le pouvoir, l'Assemblée, qui devrait être un lieu de tempérance, de modération du pouvoir présidentiel, il en est au contraire la chambre d'enregistrement, avec des majorités pléthoriques et automatiques. Ce qui fait qu'en vérité, le pouvoir législatif n'existe pas. Il y a une statue de Montesquieu, qui est l'homme de la séparation des pouvoirs, dans la cour de l'Assemblée nationale, mais il doit se retourner dans sa statue, pour ainsi dire. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je veux être très très affirmatif. Ce qui se passe, c'est qu'on a des lois qui sont décidées par le président de la République, qui sont technocratiquement fabriquées pour être acceptables par les ministères, et qui sont enregistrées et amendées à la marge par l'Assemblée nationale. Et c'est essentiellement une chambre d'enregistrement. Ce n'est pas à l'Assemblée que se fait la loi. Les plus grands constitutionnalistes disent que c'est le temps de l'habillage démocratique. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'il y ait des débats autour de ça pour qu'on fasse comme si ça s'était décidé par les parlementaires, ainsi de suite. Mais massivement, c'est le président, on le voit très bien quand même, c'est le président de la République qui décide qu'à un moment, il faut une loi sur les retraites. Et puis à ce moment-là, on se met à se demander quelle retraite on veut au niveau du ministère, par exemple, du Travail. Et puis, ça va arriver à l'Assemblée nationale. Et puis nous, on modifiera la marge, mais dans la mesure où il y a une majorité automatique de 300 personnes. Donc je pense qu'on a dans ce pays une aspiration démocratique qui ne trouve pas de débouché. Les gilets jaunes, c'est ça aussi. Ça n'est pas ça seulement. Hein. Ça peut se lire comme plusieurs choses. Hein. Ça va d'abord, l'étincelle, ça va être le prix du gasoil. Mais dès qu'on arrive, dès le 17 novembre, on est d'emblée sur les questions sociales. Va se poser des questions fiscales avec pourquoi on a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Et puis, il va y avoir des questions démocratiques. Il va venir des questions juridiques sur comment ça se fait que les gilets jaunes se font taper comme ça par la police. Il y a des couches différentes. Mais il y a quand même très fortement la couche démocratique dont la mesure symbolique qui ne résout pas tout. Pour moi, ça serait un outil supplémentaire dans la boîte à outils démocratique, mais qui ne résout pas tout, et le référendum d'initiative citoyenne.
Donc voilà. Je pense que, pour répondre à monsieur qui posait la question tout à l'heure sur, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, tout ce qui est possible de faire, vous le faites. Aujourd'hui, c'est pas comme si on m'aurait proposé une autre bataille, il y aurait des grosses grèves qui seraient lancées, tout ça, je serais dans les grosses grèves. La bataille qu'on a possiblement aujourd'hui, c'est la bataille du référendum. Je mène la bataille qui nous est possible de mener. Bon, voilà. Et ensuite, je le redis pour la suite, c'est la rue et c'est les urnes. Mais pour redonner un peu d'espérance, qui n'est pas mon quotidien non plus, c'est Gramsci qui disait. C'est grave. Hein, vous n'avez pas voté pour moi parce... Ah non, mais c'est grave, c'est Ah, mais non, mais attendez. Ouais, vous savez, cet intello italien, Gramsci, disait l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la lucidité. C'est-à-dire que la situation, elle est grave. Et on ne peut pas nier qu'elle soit grave et qu'elle soit compliquée. Maintenant, il faut avoir l'optimisme du faire et du vouloir. Et ça, je m'efforce de l'avoir, même dans des moments de découragement. Mais dans la durée, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on vit un temps où leur idéologie, leur idéologie est battue en brèche au moment où ils sont forts politiquement. C'est-à-dire que vraiment, concurrence, croissance, mondialisation, compétition, ce sont des mots auxquels eux-mêmes savent que ça ne passe plus dans la société française. Et ça, comment on le voit, je peux terminer là-dessus, mais dans le premier discours de Macron devant le Congrès, donc à Versailles, il utilisait pléthore de mondialisation, compétition, concurrence et ainsi de suite. Et là, dans le dernier discours qu'il vient de faire, post-grand débat, il n'utilise plus ces mots-là. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire ça, mais sans le dire. Et Édouard Philippe, c'est pareil. Édouard Philippe, il en est presque à utiliser le mot décroissance. Ça ne veut pas dire qu'il va y passer. Mais on voit qu'on est dans un temps où leur idéologie ne passe plus dans la société. Ils savent que ça ne passe plus dans la société. De la même manière qu'ils ne vont plus jamais venir refaire un référendum sur un traité constitutionnel européen, parce que ça ne sera pas 55%, et bien de la même manière, ces mots-là, il ne faut plus les prononcer trop fortement parce qu'ils savent que la société française y est devenue allergique. Donc ça ne suffit pas à faire les victoires de demain, mais c'est quand même un terreau sur lequel on peut travailler. La société française ne veut plus ça. Elle désire autre chose. Maintenant, c'est à nous de construire ensemble. Alors moi, c'est vrai que bon, allez, je termine vraiment là-dessus. Moi, je place au cœur de mon projet les métiers du lien. C'est quoi? Assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, aide-soignante en maison de retraite, animateur, animatrice du périscolaire. Bon, pourquoi je place ces métiers-là au cœur? Parce que ce sont aujourd'hui 2 millions de personnes, à 85% des femmes, qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec une amplitude horaire énorme. Une auxiliaire de vie sociale va se lever va être chez ses premiers patients, bon, elle n'est pas médecin, on ne peut pas dire patient, mais chez ses premières personnes âgées à 8h du matin, entre 7h30 et 8h du matin, il va y avoir une pause à midi, mais elle va terminer à 8h du soir. Mais comme tout ça est plein de trous, elle ne va pas être payée, elle ne va même pas être payée le SMIC, bien souvent. Donc, je pense que structurer ces métiers-là, c'est une conquête sociale, une amélioration sociale pour plus de 2 millions de personnes dans le pays. C'est féministe, parce que ce sont à 85% des femmes. Et si on accepte cette situation-là, c'est-à-dire cette pauvreté de travailleuses, c'est parce que ce sont des femmes. C'est parce que pendant des siècles, elles l'ont fait gratuitement à la maison, et on se dit, bon sang, elles sont déjà payées un petit peu pour le faire dehors, on ne va pas les payer plus que ça quand même. Donc il y a ça. Et troisièmement, pour moi, c'est écologique. Pourquoi? Parce que ça revalorise le lien, les métiers de lien. Pourquoi ces métiers sont dégradés? Parce qu'on méprise ces métiers, au moins sur le plan salarial, de la même manière que le lien est méprisé dans la société. C'est comme si c'était peu important de maintenir un lien avec les personnes âgées, d'établir un lien avec les enfants, c'est-à-dire que ce sont grosso modo les métiers qui vont être nettement moins valorisés dans la société que traders, journalistes télé ou publicitaires. Opticien. Oui, bon, je n'ai rien contre les opticiens. Vous êtes opticien? Non. Opticien.